Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette chronique de cinéma, nous avons demandé un visage que vous ne connaissez pas encore, Brigitte Lindy, qui va nous donner une belle sélection de films grand public, historiques et pour les enfants. Brigitte Lindy est une ancienne professeure de français, elle a une famille nombreuse et elle écrit des livres, des petites biographies de Stofflet, de Catlino. Et elle travaille en grande proximité avec un très joli groupe qui s'occupe de la diffusion de nos livres, qui est Livres en famille. Voilà. Vous tapez sur Internet Livres en famille et vous avez tous les meilleurs livres qui vous sont proposés. Et par ailleurs, avec Brigitte Lindy, nous prévoyons de mettre sur pied un programme pour les enfants à la rentrée. Alors, Brigitte, vous aimez beaucoup le cinéma? Oui, j'aime bien, oui, j'aime bien, ça permet des moments de détente et puis en même temps ça permet des moments de réflexion aussi pour des films plus sérieux. Alors vous faites des séances vidéo chez vous Oui, on en fait avec mon mari, oui. On dit tiens, ce film-là, on n'a plus le temps d'aller voir au cinéma par exemple, donc on prend le DVD et voilà. Et puis on y va. C'est vrai que ça fait des soirées extraordinaires, je fais ça aussi. Et... Bon, vos aînés ne sont pas encore assez grands Si, les deux grands en tout cas, peuvent commencer justement, même les trois, ils peuvent commencer à regarder des films, des vrais films, des petits dessins. Mais vous savez, on peut commencer très très tôt. On peut commencer tôt moi, aussi. j'ai fait l'essai avec ma petite fille. J'ai regardé en 3 fois Kiku, la petite sorcière de Miyazaki. 3 soirs de suite, une demi-heure. On peut en effet, ça a été étonnant. Comme ce film Miyazaki, Miyazaki est un remarquable cinéaste, c'est des dessins animés, donc c'est très accessible pour les enfants. Oui. Elle m'a posé des questions, j'étais absolument sidérée. 2 ans, 3 quarts. Oui. On a tendance à trop dire oh non, ils sont trop petits, mais non, ils peuvent. Non, ils bloquent absolument tout. Ils peuvent. Alors, on commence. Donc, vous avez 3 catégories films qui n'ont pas encore atteint le très grand public, et donc pour lequel il faut sonner les trompettes de la renommée. Voilà, exactement. Donc des films qui n'ont pas eu de publicité dans les grands médias. Alors comme nous sommes sur une télévision française, on va commencer par 2 films français. Donc L'Apôtre et Patrie de Cheyenne Caron. Oui. Cheyenne Marie Caron qui fait des films sans gros budget et qui se bat pour avoir des subventions, qui n'a pas de subvention, donc qui se bat pour pouvoir faire ses films. Donc L'Apôtre qui est sorti en 2014, qui est un film assez courageux parce qu'il présente la conversion d'un musulman au christianisme. Oui. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'en fait il va découvrir vraiment la foi chrétienne avec le baptême d'une petite fille d'un ami, mais cet ami c'est une habitude sociale finalement, le christianisme, ce n'est pas vraiment une conviction profonde. Donc, il va être aidé aussi par un autre converti, Brahim, qui est l'apostat, que l'on présente comme un apostat et qui dit non, moi je suis chrétien. Donc, qui courageusement. On en a beaucoup parlé dans l'émission de cinéma. Voilà. Et puis, donc, il va buter sur la charité, c'est la fameuse aumône pour les musulmans, mais pourquoi on ne peut pas le faire aux chrétiens? Et puis, finalement, le cheminement va se faire petit à petit. Et ce qui est amusant, ce qui est intéressant dans ce film, c'est la question de la famille. C'est-à-dire que quand il y a une conversion, que ce soit dans une religion ou dans une autre, donc là c'est de l'islam au christianisme, mais ça peut être dans l'autre sens, c'est la famille. Comment la famille réagit face à cette conversion.
Donc, évidemment, le frère ne supporte pas ça du tout. Les parents sont un peu entre deux eaux. La petite sœur, bon, c'est son choix presque, elle laisserait faire. Et ce qui amène finalement à cette scène finale, qui relève sans doute plus du vœu pieux, parce que le frère qui est devenu imam est lui pris. Mais bon, voilà. C'est les liens de sang. C'est un film, voilà. Vous avez raison, c'est un supérieur à la charia. Donc c'est assez intéressant. Pour Patry, c'est 2 sujets en un film avec le racisme anti-blanc et puis la question sur l'identité et l'identité nationale. Où est ma patrie? Voilà. Et le drame quand on est arraché à ses racines. Voilà, exactement. On le ressent dont on ne parle jamais. Non. Il faut parler de l'accueil, mais avant l'accueillir, il y a, ces gens, ces hommes et ces femmes qui sont arrachés à leurs racines. Voilà, exactement. Et qui cherchent une vie meilleure. Et ça, tout le monde s'en fout. Ça n'est jamais abordé. Non. C'est curieux. Non, Parce que le mot racine doit être éradiqué. Complètement, oui. Voilà. Tout à fait. Donc les 2 films, c'est une mise en scène assez sobre, qui va reposer sur un jeu d'acteurs plus authentique, parce qu'il n'y a pas d'artifice cinématographique. Voilà. Alors Brigitte, si on décrit tout comme ça, les 15 minutes ne suffiront pas. Donc on va aller en description plus rapide. Christina Noble, donc le film tiré d'une histoire vraie, une Irlandaise qui, après une enfance malheureuse, part au Vietnam et s'occupe d'enfants de la rue. Oui. Voilà. Donc une mise en scène énergique, des allers-retours temporels, des flashbacks, voilà. Voilà. Elle est très sympathique, cette... Oui, tout à fait. Et je suis même étonnée qu'il n'y ait pas eu plus de publicité parce que finalement, ça présente une figure intéressante. Et... vous savez pourquoi? Voilà, elle discute avec Dieu tout de même. Ça, oui. Elle passe son temps à reprocher à Dieu, quand elle est jeune et dans une solitude et dans une succession de malheurs affreux, puisqu'elle est séparée de sa mère meurt et elle est... fichue dans un orphelinat par son père, elle est séparée de ses frères et sœurs. Oui, tout à fait. Et elle passe son temps à reprocher à Dieu cette situation. Oui. Et c'est très amusant, mais quand même, Dieu est un peu trop présent pour le grand public. Voilà. C'est pas possible. Donc. Mais voilà, une belle figure, et puis une œuvre de bienfaisance pour l'enfance, donc au Vietnam et maintenant en Mongolie. Oui. Voilà. Donc l'île de Pavel Lungin, je sais pas comment Lungin, voilà, qui est sorti en 2006. C'est un film magnifique. C'est un très beau film, l'histoire d'un Yurodivy en russe, ou un fol en Dieu. Oui. C'est un personnage c'est très slave. Oui. Pour nous, romanisé, rationnel, on a un peu de mal. C'est-à-dire que, non mais au Moyen-Âge, il y avait des fols en Dieu en France. C'est une espèce de moine errant. Voilà. Et très beau film. Des images superbes. Il n'y a que des moines pour s'installer dans un climat pareil. C'est l'hiver. C'est l'histoire aussi d'une conversion. C'est l'histoire d'une conversion, oui. D'un criminel. D'un criminel, voilà. Donc, il y a un appel à la contemplation malgré tout. Ouais. Et puis avec ces prières orthodoxes qui sont des véritables litanies qui reviennent. Voilà. Et un pénitent qui pleure ses péchés, vraiment. Qui pleure sa lâcheté. Ouais. Très beau film. Et... sans tout dévoiler, on peut dire que la fin du film voit la fin de la pénitence, avec justement la barque qui part, et puis donc ce moine qui tient la croix byzantine, une grande croix byzantine. C'est très très beau. Très très beau. Des images splendides. Très beau film. Christéros, voilà, sorti en 2012, qui a un grand mérite, c'est de montrer une page d'histoire méconnue du Mexique. Finalement, on ne connaît pas du tout, ou très peu, cette histoire de cette révolte de paysans mexicains catholiques contre un gouvernement maçonnique, athée, anticlérical. Alors, un très beau film, pareil, avec des très belles figures historiques en plus. Donc, le général Gorostieta, le prêtre Vega, qui est le prêtre et combattant en même temps. Donc, il y a toujours la question, une question qui se soulève. Peut-on prendre les armes quand on est prêtre? Et le jeune. Voilà. Et puis, donc, José Sanchez del Rio, donc le bienheureux José Sanchez del Rio, enfant martyrisé. C'est très, très beau. Voilà, moi ça m'a touché particulièrement ce film parce que les événements sont analogues aux guerres de Vendée et en tant que descendante de génocidés vendéens, on retrouve exactement les mêmes processus, les mêmes discours. Et c'était quelle famille alors? Racontez-nous. Alors mes ancêtres étaient au Puy-Saint-Bonnet, donc qui est près de Cholet. Oui. Et ils ont fait mon ancêtre qui a pris les armes avec ses métayers, était considéré comme chef de brigand. Oui. Donc ils ont dû suivre sans doute la Roche-Jacquelin ou l'Escure. Oui. Et puis ils ont fait la virée de Galerne. Oui. Et elle est revenue avec ses 2 enfants après bien des péripéties.
Et par la suite, la duchesse de Berry est passée dans notre famille au moment de son périple vendéen également. Donc oui, c'est un film qui m'a vraiment touchée parce que sans doute parce que voilà, c'est des choses que ma famille a connues aussi. Et en même temps, pour nous, pour nos sociétés chrétiennes, européennes, Afadi et Mollassonne, on se dit qu'on risque sans doute, avec l'islam qui arrive et puis le gouvernement qu'on a, on risque sans doute d'arriver aux mêmes choses. Même situation. Comment nous, on peut réagir. Donc, un très beau film, vraiment. Et bon, évidemment, c'est 2h30 qui passe sur 3 ans, donc tout n'est pas dit. Mais puis c'est un film qu'on peut voir en famille aussi. Voilà, avec des grands quand même. Parce avec des grands, bien sûr. Il y a des scènes quand même. Oui, bien sûr. Et puis le dernier. Voilà, Katyn, d'Andrzej Wajda. Donc pareil, c'est un film d'histoire, un bel exemple de piété filiale, puisque le réalisateur a eu son père tué là-bas, à Katyn. Alors, ce n'est pas un film revanchard, c'est pas un procès à charge. Les Russes, d'ailleurs, ont reconnu leur culpabilité. Et en fait, c'est une Pologne prise entre deux feux, c'est-à-dire au début entre les Russes soviétiques et les Allemands nazis qui arrivent. C'est le drame, la tragédie de la Pologne. Prise entre le marteau et l'enclume. Donc, c'est la mise en place d'un régime de terreur, et dû à une idéologie mortifère. Donc, premièrement, on va se débarrasser des élites. Oui, c'est la scène où les armées viennent chercher tous les universitaires qui sont réunis dans un colloque, c'est impressionnant. Tous les universitaires de Cracovie, du côté nazi et du côté soviétique, c'est tous les cadres de l'armée d'active, de l'armée de réserve et du génie civil, parce qu'il y avait également des ingénieurs. Je regrette que le pape, pendant son voyage au JMJ, va aller à Auschwitz. Il pourrait aller à Katyn. Oui, exactement. Alors, vous me direz, Katyn est peut-être plus loin, c'est pas en Pologne proprement dit, je ne sais plus où c'est Katyn. En effet, oui, c'est pas sur la Pologne. Enfin, bon. Voilà. Et puis, donc, le régime met en place la propagande, qui est un rouleau compresseur. Donc, et on la voit bien. Oui, on le voit bien. Donc, voilà, avec Agnieszka, par exemple, qui refuse de se laisser faire, et au contraire de sa sœur qui, elle, s'écrase en disant c'est la Nouvelle-Pologne, donc on suit. Mais le rapport avec Antigone. Exactement, très beau. Et vous me disiez que ça aussi, c'était une scène qui résonnait parce que votre arrière-grand-mère a été ainsi emmenée. Oui, tout à fait, en 1944. Et exécutée en 1944 d'une balle dans la nuque. Et comme les officiers de Katyn. Et elle était simple veuve de général, oui, tout à fait. Dans un petit village. Oui. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ciblent, parce qu'ils font des listes. Oui. Et votre nom, vous n'êtes pas sur la liste. Donc, non, vous... Par contre, vous êtes sur la liste. C'est très administratif. Oui. Voilà. Donc, on n'a pas eu de Katyn chez nous, mais sans doute grâce à l'île Bouchard et la Sainte-Vierge, parce qu'on en prenait le chemin avec il y a quand même eu beaucoup de fusillés et d'assassinés. Alors, après tous ces livres durs, les films pour se délasser. Voilà. Donc, film français, pareil. Les Saveurs du Palais. Oui. Donc, avec Catherine Fro et Jean d'Ormesson. Oui. Alors, je conseille aux téléspectateurs de manger avant de regarder ce film, parce qu'on voit Catherine Fro préparer des plats et ça vous met l'eau à la bouche. Voilà. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que c'est la lutte de pouvoir dans le lieu de pouvoir qu'est l'Élysée, en fait. Oui, c'est ça, c'est une cuisinière à l'Élysée. Voilà, c'est la cuisinière privée du président de la République, qui est en but avec la centrale, qui, elle, s'occupe de tout ce qui est collectif, qui est en but avec le comptable, parce qu'elle fait des allers-retours pour aller chercher des truffes qui allaient se perdre. Oh, quel dommage. Voilà. Et puis, avec les diététiciens du président, il ne peut pas manger ci, il ne peut pas manger ça, donc elle propose autre chose, mais vous me faites une sauce, mais non, c'est bon. Diététiciens qui appliquent un protocole tout fait, mais qui ne connaissent pas toutes les subtilités de la cuisine. Voilà. Et puis au-dessus de tout ça, Jean d'Ormesson, voilà, qui est un président bonhomme, voilà, au-dessus de la mêlée, en fait. C'est assez amusant. Un petit film divertissant, appétissant, voilà, qui se laisse regarder avec plaisir. Deuxième film, 9 mois ferme. Oui, ça c'était très drôle. On en a beaucoup parlé, c'était très rigolo. Donc l'histoire n'est pas banale finalement de cette juriste irréprochable qui un soir de... Femme d'affaires, femme d'affaires qui ne s'est jamais posé la question de la maternité. Voilà, exactement. Et qui se retrouve enceinte. Après une fête au palais de justice, la fête des avocats, elle a un moment de comment est-ce qu'on dit, d'oubli. Oui. Elle perd son self-control, elle a beaucoup bu. Exactement. Et il fabrique à deux un joli bébé. Tout à fait. Il se trouve que ce bébé, le père,
C'est ça qui est drôle. Le père est un cambrioleur Un truand. accusé des pires horreurs. Charmant, Voilà. charmant néanmoins. On vous en dit pas plus, mais Voilà. c'est très très bon. Allez-y, personnage bien marqué, humour noir à fond, Oui. certaines scènes assez sanguinolentes, donc voilà. Mais la fin voit la justice triompher, parce que absolument. justice est rendue. Voilà. Absolument. Ensuite, Magic in the Moonlight, donc Magie au clair de lune. Ça, on de en a Woody beaucoup Allen. parlé Voilà. aussi. De Woody Misanthrope Allen. revue et corrigée. Oui. Donc voilà, un petit film, une jolie romance, filmé dans un cadre très joli, le film de la France. Très joli. Élégance et raffinement, parce que c'est les années 20, donc les femmes sont bien ravissantes. habillées. Oui, et, absolument. voilà. Alors, les films des frères Cohen, alors, Oui. je n'ai vu aucun de ces deux, donc je vous remercie de nous les indiquer. Qu'est-ce que c'est? Donc, O Brother, qui est sorti en 2000 avec George Clooney. Oui. Et en fait, c'est l'Odyssée d'Homère revue dans l'Amérique des années 20, en fait, au moment de la Grande Dépression. Voilà, sur fond de country music. Oui. Ulysse perd de sa superbe et traîne deux compagnons dont il a besoin, en fait, pour arriver à ses fins. Donc c'est assez amusant. Si vous voulez, comme Lady Killers avec Tom Hanks, où c'est l'histoire d'un casse de casino au Mississippi, qui ne se passe pas comme prévu, en fait. Et avec des négros spirituals en fond, avec du blues, du hip-hop, une héroïne complètement improbable, une vieille dame qui, elle, du coup, ne perd pas son self-control pour le coup, parce qu'elle se rend compte qu'elle a logé un truand qui a fait un casse, et elle lui dit, vous rendez tout, sinon elle reste très calme. Donc en fait, le but, c'est de se débarrasser de la vieille dame. Voilà. Et le gang va être puni par la justice immanente. Mais ce sont deux films drôles. Les frères Cohen, c'est un humour très fin, ce n'est pas de la grosse blague de potage, ce n'est pas du gros gag, c'est très fin, et c'est des situations complètement improbables, complètement burlesques, où on a l'impression que ça n'a rien à voir, et ils arrivent à vous mettre ça à la suite, et finalement ils vous font un film qui tient la route. Donc c'est très très drôle. Voilà. Mais c'est eux qui ont filmé aussi le récit d'un film sur Rome. Oui, avec César. Avec César. Et vous m'aviez invité à y aller. Et grâce à vous, j'y suis allée. Et je vous en remercie parce que c'est vrai que de moi-même, j'y serais pas allée. Et en fait, c'est drôlissime avec cette bataille des syndicats et les communistes. Les communistes qui enlèvent l'acteur principal. C'est à mourir de rire. Oui, c'est très drôle. Puis alors, vous n'oubliez pas les enfants. Non. Voilà. Mais alors, ça, c'est un grand classique. Oui. Alors, on le trouve facilement en vidéo, en si DVD. vous l'avez sur Livres en famille. Livres en famille, elle est parfaite. Voilà. Marcellino Panivino. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un petit enfant qui est abandonné sur les marches d'un monastère. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il cherche à le faire adopter, mais il n'y arrive pas. Donc, il reste avec les moines. Et donc, il met de la vie dans ce couvent un peu austère de moines, et en donnant des surnoms aux frères. Alors, c'est très drôle, il y a Frère Bouilly qui s'occupe de la cuisine, il y a Frère Malade qui est tout le temps allongé, mais c'est son précepteur. Et il se sent seul quand même. Et puis un jour, une famille passe devant le couvent, et la maman appelle son fils. Et donc, du coup, le petit garçon dit, mais oui, moi, j'ai pas de maman. Bon. Et puis, il s'invente un petit compagnon. Et puis un jour, il monte au grenier, alors qu'il n'a pas le droit. Et il va faire une très belle rencontre. On n'en dit pas plus parce que faut pas en dire plus. Ne dites pas, c'est joli. C'est un très joli petit film. J'ai très envie. Bon, prévoyez juste des mouchoirs parce que même si vous connaissez la fin, ça vous prend vraiment, ça vous tire les larmes. Donc voilà, ça ne vous laisse pas indifférent. La guerre des boutons, ça c'est très archi connu. Voilà, alors c'est la version d'Yves Robert de 1962. Oui, bien sûr. Pas les deux dernières de 2011 qui sont nulles. Oui. Donc avec Michel Galabru, Jacques Dufilo. Donc la guerre entre deux bandes de gamins, deux villages. Bien sûr. Et puis quand la bande fait un prisonnier, on lui enlève tous les boutons. Donc au bout d'un moment, ils sont tout nus, c'est plus facile. Et donc c'est filmé du point de vue des enfants, mais c'est plein de fraîcheur, c'est plein de charme. Il faut que je regarde ça. Voilà, ça fait un petit gibus pas absolument craquant. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. La fameuse réplique que tout le monde connaît. Oui. Voilà, c'est un peu la nostalgie de la France d'avant les 30 Glorieuses. Oui. La France dans les campagnes, c'est très très drôle. Donc c'est un petit bijou à savourer en famille qu'on peut montrer aux enfants. Il n'y a absolument aucun problème. Et puis vous terminez par les deux grands classiques, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Voilà, 1990. Bon, qu'on redonne très souvent, mais si vous ne l'aviez pas encore vu, on l'a redonné à Noël. Moi, je les ai re-regardés à Noël. Voilà. Et c'est vraiment très beau. C'est très beau, voilà. Deux très beaux films. C'est vraiment deux
2 chefs-d'œuvre du cinéma français, en fait. Est-ce que on peut rajouter le Padre Pio? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non, j'ai pas encore vu. Alors, je le rajoute. Voilà. Je vous invite à mon tour Oui. à le regarder en famille. C'est distribué aussi par Sage Oui. et par donc Livres en famille. C'est vraiment magnifique. C'est un film italien. C'est magnifiquement filmé. Le petit garçon qui fait donc le petit Pio enfant est merveilleux et il y a une atmosphère il y a beaucoup d'humour, beaucoup de piété aussi, mais légère et c'est un très très joli film. Sage Distribution fait également Saint-Philippe Néri. Et Saint-Philippe Néri, que je n'ai pas encore vu. Vous l'avez vu? Non, mais qui est aussi sur Livres en famille. Qui est Livres. Voilà. Alors, merci beaucoup, Brigitte Lundy. Donc, on vous invite à aller à Livres en famille, chers téléspectateurs, et vous passerez ainsi un été avec de merveilleuses soirées. Merci Brigitte. Merci Anne. À bientôt. À bientôt. Chers amis, à très vite pour une autre chronique de TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette chronique, je lis, donc je suis. Nous allons vous offrir un manuel d'histoire de France avec un guide, Jean-Pierre Maugendre. Bonjour Jean-Pierre Maugendre. Bonjour Anne. Vous êtes responsable de cette belle association qui s'appelle Renaissance catholique et vous avez eu à cœur de proposer d'abord un premier manuel d'histoire de France pour les cours moyens. Voilà, c'était pour les cours moyens et l'expérience a montré que c'était aussi pour les adultes. Et vous nous offrez maintenant un manuel Histoire de France pour les cours élémentaires. Et ce sont des livres, la première édition a extrêmement bien marché, première série. Ce sont des livres qui sont magnifiques parce que d'abord, ils sont très très joliment illustrés. Alors tout à fait, on a cherché à joindre à la fois la qualité du fond, également avec la qualité de la forme, parce que je crois que le beau, dit-on, c'est la splendeur du vrai, et je crois qu'il faut qu'il existe un lien entre la qualité de ce que nous disons. Il faut rendre la vérité attrayante. Et c'est ce que nous avons cherché à faire dans le cadre de ce manuel, où nous avons repris l'intuition qui avait déjà guidé l'ouvrage précédent, c'est-à-dire dans nos recherches iconographiques, de faire des documents qui soient également des documents culturels. C'est-à-dire, il existe des manuels où on fait des dessins, des gravures, bon, tout ça c'est très bien, mais nous avons fait le choix de prendre des pièces de musée, des tableaux, des reproductions, des documents d'époque, pour effectivement immerger l'élève, puisqu'au cours élémentaire, là on est avec des petits, dans les réalités que nous cherchons à lui décrire. Et puis, des dessins marquants. Je vois là le gisant de Bertrand du Guesclin, qui est donc à la basilique Saint-Denis, qui est magnifique parce qu'on voit parfaitement son épée et son écusson. En écu, c'est très beau. Vous avez aussi des préfaciers de grande valeur. Jacques Herse et Philippe Conrad pour la première série et Jean de Vigry pour la seconde. Tout à fait. Alors Jean de Vigry nous a fait l'honneur de nous accorder une préface. Et puis je crois qu'il y a également un autre élément que l'on doit notifier, c'est que le préfacier, c'était vrai pour Jacques Herse, c'était vrai pour Philippe Conrad, c'est vrai pour Jean de Vigry également. Nous lui demandons une préface sur un document de travail que nous lui demandons également de bien vouloir amender. C'est-à-dire que c'est pas uniquement, voilà, on a fait un livre, il est fini, il est terminé, merci de votre signature. C'est voilà, nous avons fait un travail préparatoire,
nous serions honorés, heureux que vous acceptiez de le regarder, de nous faire part de vos remarques. Vous demandez son imprimature. Vous demandez son imprimature. Non seulement on demande son imprimature, mais en plus, on lui demande les modifications qu'il souhaite voir apportées, et en particulier, puisque c'est là l'actualité, cette préface qu'on a demandé à M. de Vigry, il nous a demandé de faire 3 ou 4. Alors généralement, ce n'est pas des corrections, c'est des précisions. Ah oui. Il dit, j'ai trouvé ça un petit peu, c'était pas clair, ou il faudrait rajouter ça, et ces éléments ont été intégrés. Je crois que c'est un bon mode de collaboration entre un préfacier illustre et puis également l'équipe qui a travaillé à cela. En plus, il apporte vraiment, comme il n'a pas du tout travaillé aux étapes précédentes, il apporte le regard, non pas du néophyte, car il n'est pas néophyte, mais il apporte un regard nouveau. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est le regard du lecteur. Absolument. Il faut évoquer le livre que Jean de Vigry vient de publier, son autobiographie. Voilà, tout à fait, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Le titre, Le passé ne meurt pas. Le passé ne meurt pas. C'est un titre d'historien. Et c'est très intéressant. Chez Via Romana. C'est Via Romana, tout à fait. Romana. Et c'est un texte magnifique parce que ça dépasse l'histoire. C'est vraiment la vie de Jean de Vigry qui écrit remarquablement, qui a un humour tout à fait étonnant, d'une grande finesse, et qui montre une époque qui a bien changé, qui est un peu révolue. Et en plus, concernant son humour, un humour qui n'est jamais méchant, parce que dans notre existence, il y a des hauts, des bas, des événements, on est surpris des fois, mais bon, il le note, mais ça n'est jamais méchant. Non, ça n'est jamais méchant, exactement. Alors, maintenant venons-en à l'auteur. Qui est ou qui sont les auteurs de ces deux manuels ? Alors, c'est une longue histoire. Les histoires sont radicalement différentes, puisque le manuel d'histoire de France est sur l'initiative de Philippe Conrad, une création, je dirais, ex nihilo, d'une jeune femme qui aujourd'hui est agrégée, qui est Anne de Mézeray, et qui a donc fait ce travail à partir de rien. En revanche, l'histoire de France pour nos enfants, son histoire est un petit peu différente. En fait, nous avons repris un manuel d'histoire de France des éditions Ligel qui était diffusé dans les années 60. Les éditions Ligel étant en fait les éditions des Frères des écoles chrétiennes. Qui sont quand même des grands spécialistes d'éducation. Ah oui. Donc ce sont les maîtres. Cet ouvrage était diffusé partout dans les écoles des Frères des écoles chrétiennes dans les années 60, et puis est tombé en désuétude, et puis notre attention a été attirée sur ce document. Et là, il y avait en fait 3 solutions. Il y avait une première solution qui était de dire, bon, on le reprend, on n'en parle pas, voilà, en espérant que ça passera, ce qui, indépendamment du fait de passer ou pas passer, est quand même moralement limite. Pas du tout honnête. La deuxième solution, c'était de repartir de rien, alors qu'il y avait un travail qui avait déjà été fait considérable. Et nous nous sommes ralliés à la troisième solution, qui consistait à prendre avec le supérieur des frères des écoles chrétiennes, de lui dire, voilà, cet ouvrage nous intéresse, on souhaite le retravailler, on souhaite en utiliser la trame. Voilà ce que nous avons déjà fait, de manière à jouer dans la transparence totale. Et ils vous ont donné les droits. Et le supérieur, là, le frère Jean-Paul Alette, très gentiment a répondu, voilà, je vous donne les droits pour l'adaptation de ce texte. Et voilà, ce qui nous a fait gagner un temps considérable. Bien sûr. Mais même en gagnant un temps considérable, c'est un travail de 3 années, voilà, parce qu'on a le texte de base. Il a été relu par plusieurs institutrices. Nous avons également travaillé sur ce sujet beaucoup avec les dominicaines enseignantes de Fangeau, qui ont une expérience pédagogique certaine. Et puis une fois que vous vous êtes mis d'accord sur le texte, il faut travailler avec l'infographiste, le maquettiste, qui est le même que pour l'ouvrage précédent, sur la mise en page, sur les illustrations. Alors une fois que le livre est fini, on a l'impression que c'est tout simple. Mais il y a beaucoup de travail. Quand on est rentré dedans, le choix, c'est assez compliqué. Ce qui est très frappant, c'est que le Moyen-Âge a droit à 26 leçons. C'est presque la moitié du livre. C'est une attitude et une décision qui est pratiquement à l'inverse de tous les bouquins d'histoire contemporains.
Alors, le professeur de Vigry l'évoque dans sa préface ce sujet, mais je rappelle qu'on couvre une période de quasiment 1000 ans. Voilà. Et que donc, c'est mathématique. si on retourne au vous savez, Gaulois, ça paraît logique. Mais pour les frères des écoles chrétiennes, ce ne sont pas 1000 ans d'obscurité et de fanatisme. Non, alors je crois ce qui nous avait frappé également dans le développement de cet ouvrage, c'est que quand on est français et quand on écrit l'histoire de France, je pense qu'on devrait être dans l'attitude où en fait on raconte l'histoire de sa mère. On raconte l'histoire de sa mère. Alors quand on est tout petit, on a l'impression, et c'est normal, que sa mère a toutes les qualités, qu'elle est parfaite. Et puis un jour, on deviendra grand et on découvrira qu'elle a également des faiblesses. Jamais. Une mère n'a jamais de défaut. Des faiblesses. Bon. Ben, je crois que l'état d'esprit qui a présidé à l'élaboration de cet ouvrage, c'est la même chose. Voilà. Nous racontons l'histoire de notre mère. Alors, le christianisme vient dès la 5e leçon, les premiers chrétiens en Gaule, avec l'histoire de Sainte Blandine, l'histoire de Saint Martin de Tours, ensuite l'Église au temps des Mérovingiens, et vous voyez comment, selon l'expression de Don Gérard, l'Europe se couvre d'un blanc manteau d'abbaye. Vous rappelez quelques vérités qui sont complètement occultées, puisque ce sont toujours selon Don Gérard et selon la réalité, l'importance des moines et des abbayes a été considérable dans la construction de la France. Alors effectivement, on a, et c'est une des difficultés aujourd'hui de notre époque, quand on cherche à comprendre comment les gens vivaient au Moyen-Âge, ils étaient en permanence en face des réalités surnaturelles, c'est-à-dire que la grande question était celle de leur salut, et tout était conditionné à ça. Bon, il est bien évident qu'aujourd'hui, on est dans un autre schéma, d'autres paradigmes, comme on dit un petit peu pompeusement, et ce que nous cherchons à faire comprendre à ces enfants qui sont jeunes, ben, c'est effectivement de rentrer dans cet état d'esprit, d'en découvrir les moteurs, les ressorts, de manière à s'approprier en définitive toute une civilisation dont nous sommes les héritiers. Absolument. Alors, tous les thèmes, bien sûr, la chevalerie, la vie au village, la ville au Moyen-Âge. Et les leçons sont très claires, très simples, avec un résumé à la fin de la leçon, à savoir par cœur, j'imagine. Voilà. Et puis, toutes les 4 ou 5 leçons, une récapitulation. Voilà, tout à fait. Donc, par rapport à l'ouvrage précédent, on a conservé la même trame, c'est-à-dire une illustration artistique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un développement. Dans le cadre de ce développement, les mots nouveaux sont mis en couleur, de manière à ce que l'enseignant, puisque c'est d'abord à destination des enseignants, sache qu'il va falloir expliquer ce mot, qu'il est nouveau. Donc un développement, un résumé, et puis également ce qui n'existait pas dans l'ouvrage précédent, nous avons rajouté quelques questions. De manière à aider l'enseignant à tester les connaissances, l'appropriation par l'élève, etc. Et en faisant cela, on est resté dans la trame qui était celle du manuel dont je parlais tout à l'heure. En revanche, par rapport au manuel d'histoire de France, qui s'adresse à des élèves un petit peu plus âgés, il y a bien des cartes, mais il n'y a pas de documents. C'est uniquement des illustrations, du texte, le résumé, les questions, et puis comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, un certain nombre de points de passage qui rappellent les dates sur la période que l'on vient de traiter. Le document, il faut déjà être un peu grand pour pouvoir voilà, c'est pour ça que pour l'aborder. Voilà, pour des enfants de cet âge, on n'a pas mis de documents. Alors, c'est le bon moment de lancer ce genre de livre, parce qu'en fait, je trouve que c'est un livre qui s'adresse aux parents, mais aussi aux grands-parents. Et cet été, chers amis de TV Liberté qui êtes grands-parents, vous allez avoir vos petits-enfants, et donc chaque soir, vous allez pouvoir leur raconter
une histoire, raconter l'histoire de France avec ce livre que vous pouvez commander. Alors, œuvre scolaire Saint-Nicolas, 13 avenue de la Paix, 92 130 à Issy-les-Moulineaux. Voilà, Jean-Pierre Maugendre, on a tout dit ? Non, on a oublié de dire le prix quand même. Vous avez raison. Anecdotiquement, alors c'est 23 €. 23 € plus 5 € de port. 25 €. Non, ça c'est l'ouvrage précédent. Ah pardon, 25. C'est pas grave. 23 Donc 23 € plus 5 € de port. Donc Anne vous a donné l'adresse. Vous pouvez également aller sur le site internet renaissancecatholique.org et là faire un achat par PayPal qui vous fait économiser un timbre. Voilà, on n'a plus qu'à vous remercier d'avoir pris cette initiative parce que vraiment, même quand on est grand et même quand on croit connaître l'histoire, feuilleter ces livres sont un grand bonheur, tellement les illustrations sont belles et éblouissantes, tellement c'est clair et tellement on est enfin en harmonie avec ce qui est écrit au lieu de prendre des crises de rage comme bien souvent quand on lit un livre d'histoire contemporain. Merci Anne de votre accueil. Merci beaucoup Jean-Pierre Maugendre. Au revoir chers amis de TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons invité une artiste. Bonjour, Aude de Queiroz. Bonjour, Anne Brassier. Aude de Queiroz est une artiste contemporaine. Non. Elle est d'aujourd'hui, elle écrit aujourd'hui. Moi, je veux récupérer l'expression, si vous voulez. Je suis une artiste d'aujourd'hui, pas contemporaine. Voilà, donc vous posez le problème, qui ne se reconnaît pas dans l'art contemporain. Et qui est un très beau site, vous pouvez le consulter sur Internet, qui écrit à ses heures perdues pour essayer de comprendre et nous faire comprendre les dérives actuelles de cet art contemporain dont vous pouvez avoir une illustration derrière moi avec cette nouvelle exposition dans le parc de Versailles, du château de Versailles et à l'intérieur du château, ce qui est nouveau, d'un artiste danois, Olafur Eliasson, qui nous offre donc cette chute d'eau qui tombe. C'est de saison, d'actualité. Moi, je trouve qu'il était inspiré. Qui tombe d'une grue. Et c'est vrai que dans un endroit comme le parc de Versailles, où les fontaines ont un charme absolument étonnant, où la courbe des eaux est fantastique, voir une chute d'eau comme à Niagara, c'était vraiment indiqué. On le remercie et on remercie surtout Madame Catherine Pégard. Alors, elle en est à son 3e livre, plus d'autres plus modestes ouvrages, mais et des dates de collaboration. Elle a écrit un premier livre qui s'appelle L'art caché, chez Pierre-Guillaume Deroux. Non, chez Erol. Chez Erol aussi. Ouais. Alors, pourquoi l'art caché? Que signifie l'art caché, Aude? Alors, j'ai été un témoin direct de tout ce qui s'est passé, évidemment, depuis plusieurs dizaines d'années en France. Et bon, vivant à Paris, connaissant tout le monde, allant dans les événements, voyant comment... c'est le témoin, même si c'est un peu comme Fabrice à Waterloo qui regarde d'en haut de son arbre la bataille de Waterloo, n'empêche que j'ai beaucoup regardé la bataille et que je me suis dit, ce qu'on raconte est très très loin, disons le storytelling de l'art contemporain, donc considéré comme tout l'art d'aujourd'hui, est tout à fait en marge de la réalité. Alors, le storytelling, il faut expliquer ce que c'est. On ne peut pas trouver une expression française. C'est une histoire marketing, c'est-à-dire que c'est une légende créée pour le marketing. Voilà. Donc en fait,
depuis 40 ans en France, nous avons une histoire officielle qui est faite par le ministère de la Culture et une histoire marketing qui est le storytelling de l'art contemporain. Et évidemment, comme Fabrice à Waterloo, bien je vois que ça ne se passe pas du tout comme ça dans la réalité et je commence à tout noter et avec beaucoup de précision parce que sinon ce n'est pas intéressant. Et je me suis mis à écrire l'histoire de ce qui s'est passé en France, très particulièrement à partir de 1983, puisque c'est un changement de régime complet en France dans le domaine des arts, puisque avant nous avions depuis un siècle absolument pas d'art officiel, sauf que ça commençait déjà dans les années 70 un peu, et même dans les années 60 à cause de la création d'un ministère en 58. Mais en 83, on va passer à un ministère non plus de la culture, mais aussi de la création. C'est-à-dire qu'on va avoir, à partir de ce moment-là, des fonctionnaires qui s'appellent les inspecteurs de la création, qui vont diriger l'art. Les inspecteurs de la création, notez bien. Alors du coup, c'est un changement d'ambiance radical en très peu de temps. Surtout à partir des années 90 où le marché s'effondre, parce que le marché qui a été ça a été un marché très important et actif dans les années 80, donc tout le monde, l'art contemporain mais aussi l'art tout court, tout avait preneur, tout intéressait tout le monde, mais quand le marché de l'art s'est écroulé, en même temps d'ailleurs que le mur de Berlin, ou un petit peu après le mur de Berlin et juste avant l'effondrement soviétique, eh bien, il y a eu un système bureaucratique extrêmement dur qui s'est installé en France. Et puis, comme à ce moment-là, disons, on est passé d'une géopolitique où vous aviez une bipolarité très forte, et on est passé à une hégémonie. Et dans les années 90, il y a un autre système de l'art contemporain qui s'est mis en place et qui a donné lieu à un financial art, art financier, qui est devenu très important. Il ne faut pas parler anglais comme ça tout le temps. Écoutez, nous sommes à TV Liberté. Mais ça marque, si vous voulez, aussi les origines. Oui, donc, absolument. Vous avez raison. Tout vient de l'autre côté des mers. Voilà, c'est une façon élégante de parler. Voilà. Absolument. Vous racontez d'ailleurs dans un de vos livres, et cela m'a ouvert beaucoup les yeux, vous racontez que cet art financier a été en quelque sorte inventé aux États-Unis pour faire pièce à un art russe qui était à l'époque soviétique, puisque les États-Unis voulaient rivaliser avec les arts russes. C'était mieux que rivaliser, c'est-à-dire qu'en 1947, ils se sont rendus compte quand n'est-ce pas, les Soviétiques ont commencé à envahir l'Europe, que on était entré dans une époque de guerre dite froide, oui. Et que voyant qu'en Europe, les intellectuels étaient de gauche à cette époque-là, après la guerre, il y a eu véritablement très grande importance des milieux de gauche dans le domaine intellectuel. Les autres ont été éliminés, tranquillement. Oui, il y a mille raisons dans lesquelles on ne rentrera pas. Et ils se sont dit, si on ne gagne pas la guerre culturelle, on ne gagnera pas la guerre froide. Et donc, il y a eu tout un travail d'influence. D'ailleurs, dont ils se sont inspirés pour ça, quelque chose dont ils avaient été victimes entre les deux guerres. Ils avaient été victimes, sans s'en rendre très bien compte, magnifiquement manipulés par les agents d'influence soviétiques, qui même aux États-Unis avaient réussi à avoir des grandes positions. Et il y avait une partie du cinéma d'Hollywood qui était tenue par des agents soviétiques. Des agents, oui, voilà. Donc, quand ils ont compris comment ils avaient été manipulés, ils se sont dit on va faire pareil. Et simplement, évidemment, eux, ils étaient naïfs un peu aux États-Unis, donc les méthodes enfin encore que c'était fait avec beaucoup de finesse. Mais en Europe, il fallait être assez fin parce que les intellectuels ont l'esprit très très critique, ils sont très cultivés, et donc il fallait employer des méthodes plus cachées, plus secrètes. Enfin bon. Et donc nous sommes rentrés un peu dans une phase de guerre froide culturelle à laquelle l'art contemporain, qui n'a pas été contemporain tout de suite, c'est-à-dire qu'au début c'était l'art abstrait américain comme une modernité fabuleuse, mais simplement comme l'art abstrait était déjà une modernité fabuleuse avant la guerre de 14 en Europe, ça tombait un peu à plat. Mais évidemment il fallait trouver d'autres choses.
Et le mot art contemporain ne s'impose véritablement qu'aux environs des années 75. Alors, revenons à votre livre qui s'appelle L'art caché. En fait, vous montrez que derrière tout cet art officiel, d'un côté, valorisé à coups de trompe, subventionné à outrance. Subventionné en France et, disons, financiarisé aux États-Unis. Il y a un autre art qui est l'art caché, qui sont des peintres qui... Alors, il y a là-dedans une immense variété, et vous avez, dès qu'il s'agit de peinture, de sculpture, de gravure, eh bien, il y a le problème de la qualité, c'est-à-dire que vous avez évidemment très peu de très grands talents, vous avez souvent, en Europe surtout, un nombre conséquent de talents très honorables, et puis vous avez ensuite tout jusqu'en bas, c'est-à-dire que vous avez aussi, et c'est normal, la majorité de talents médiocres. Bon, mais vous avez aussi tous les courants possibles et imaginables qui sont déjà là depuis avant la guerre de 14, qui continuent. Donc vous avez un monde extrêmement, comment dire, complexe, mais que personne n'a étudié depuis les années 60. Alors, vous avez aussi publié un second livre qui s'appelle Sacré art contemporain, que nous étudierons dans une deuxième émission. Et pour montrer que l'Église, quelquefois, s'est laissée entraîner dans une célébration de cet art contemporain tout à fait inadéquate. Et ce troisième livre, qui s'appelle aujourd'hui « L'imposture de l'art contemporain », sous-titré « Une utopie financière », qui est publié chez Erol. Alors, vous nous montrez bien que c'est une imposture. Alors, est-ce que vous pouvez, à grands traits, montrer cette imposture ? Quand on parle d'imposture, c'est qu'on prend une chose pour une autre. Disons qu'il y a une sorte de détournement du sens qui s'est fait. C'est vrai que la notion d'art contemporain, c'est un double hold-up sémantique. Bon, parce que si vous mettez la définition de l'art, qu'il soit moderne ou ancien, je dirais, c'est un langage au-delà des mots, non verbal, qui existe depuis le Paléolithique et qui exprime des choses au-delà des mots, autrement. Ça exprime des choses autrement. Donc c'est un deuxième langage qui passe par la forme, qui passe par la métamorphose de la matière, pour exprimer des sentiments humains, des émotions, des pensées, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'art. Et à peu près, d'une façon assez certaine, si vous voulez, quand un archéologue trouve certains objets dans les couches les plus lointaines et les plus récentes, il classe art, ce qui a une forme esthétique qui est au-delà de l'utilité, hein, qui recherche quelque chose de plus que la simple utilité. Mais l'art contemporain... Et qui est quelquefois d'origine sacrée, mais comme le laïcisme sévit aussi dans l'archéologie, il est interdit de dire que c'est un objet sacré. Parfois, on essaye de dire que c'est simplement... voilà. Mais quand l'art contemporain, lui, et c'est ça sa coupure, l'art par exemple, l'art abstrait est un art moderne, mais c'est un art, parce que le but de l'artiste est quand même esthétique, c'est de s'exprimer par les formes. Mais l'art contemporain, c'est autre chose. C'est là où il y a un schisme qui est que c'est un art conceptuel. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qui est forme est tout à fait secondaire, c'est le concept qui compte, et on ne recherche pas un accomplissement de la forme pour porter le sens. C'est le sens et puis la forme. Disons, elle n'a pas besoin. Elle peut être esthétique, mais elle peut ne pas l'être. Disons, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc évidemment, c'est une immense coupure. Et là, vous avez une imposture. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cet art contemporain, parce que la coupure a été à peu près dans les années 75, où on a dit que seul l'art conceptuel était contemporain. Alors c'est là où le storytelling commence, c'est-à-dire que pour affirmer dans le monde entier que seul l'art contemporain est contemporain,
eh bien, il faut véritablement manipuler l'histoire et il faut il faut que la visibilité soit totale pour l'art contemporain et absolument cachée pour l'art. Voilà, donc on arrive à ça. Bon, j'ai décrit tout ça, mais ce livre particulier commence une description avec des retours en arrière, évidemment, de ce qui s'est passé à partir de 2008 à Paris. Parce qu'il y a un changement de régime qui se produit à ce moment-là. Je voulais rester sur votre idée précédente. Vous citez François de Riveri, la muséification de l'actuel, de l'émergent, est une méthode totalitaire de fabriquer l'histoire. Et c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas qu'en art. Ouais. Et c'est un écrivain, c'est un artiste aussi qui a fait de très très bonnes analyses de l'art contemporain, qui est quelqu'un qui a été au Parti communiste à une époque, donc il sait de quoi il parle, et qui a fait de très bonnes analyses avec une pensée marxiste néanmoins. Voilà. Mais non, mais c'est un très bon moyen d'analyser parce que vous avez ce regard sur les fonctionnements dualistes. Oui, des pensées. Oui. Et vous citez aussi Catherine Grenier, là où la modernité enfonce un coin et déplace des régiments, avançant de conquête en conquête sur l'émancipation de la tradition, l'art contemporain organise plutôt une déroute généralisée, sème l'anarchie et invente la guérilla artistique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Catherine Grenier qui est un conservateur à Beaubourg. C'est ça. Enfin, qui a fait toute sa carrière dans l'art contemporain. Donc, si c'est elle qui le dit, c'est pas. Parce qu'elle a des preuves. Non, elle le dit comme étant un fait. C'est un constat. Un constat. Et donc, tous les constats que je peux faire ne pourront pas en dire plus que ça. Non, cette phrase résume parfaitement bien ce. Donc, vous voyez, il y a un accord quand même de toutes les analyses sur ce qu'est véritablement l'art contemporain. Je crois qu'aujourd'hui, l'analyse est faite, les choses sont claires, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce n'était pas le cas il y a même 10 ans. Cette émission a passé très très vite, Aude de Queyros. Ces 15 minutes ont paru 2 minutes, mais nous allons nous retrouver dans une autre interview pour compléter votre réflexion sur l'imposture de l'art contemporain, une utopie financière, et c'est publié chez Erol. Ouais, et je donne surtout beaucoup de faits, beaucoup de détails, et beaucoup de chronologie pour voir comment s'enchaînent les faits. On va y revenir. Merci beaucoup, Aude de Queyros, et à très vite pour une autre émission. Amis de TV Liberté, bonjour. Vous allez partir en vacances et donc vous allez devoir envoyer des cartes postales à vos amis et à votre famille. Donc j'ai tout préparé pour vous et nous recevons Laurent Roquette, bonjour monsieur, bonjour, qui fabrique justement des cartes postales. Alors votre société s'appelle Floriscope et elle est dans le nord de la France, à Croix. Quelle est l'histoire de cette société ? Alors si je puis dire, il y a un petit peu une antériorité, c'était le souhait pour moi de créer une entreprise, d'être dans le métier de l'imprimerie qui m'a toujours passionné, et également contribuer à mettre en valeur notre belle région Nord-Pas-de-Calais, puisque à l'époque c'était comme ça qu'elle s'était intitulée. En fait, quand j'étais sous les drapeaux et que je partais en permission, mon colonel me disait écoutez, allez-y, Roquette, repartez vers vos brumes du Nord. Alors, je me suis dit, il y a sans doute un petit peu un problème de perception de l'image un petit peu du Septentrion. Et quand je me suis lancé en 94, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour mettre en valeur cette image de marque, parfois méconnue, avec beaucoup de sites que nous aimons, que nous apprécions, que nous voulons faire connaître. Et c'est un petit peu ce qui a été le moteur du lancement de Floriscope. Donc vous avez créé de toutes pièces. Vous n'avez pas repris une société qui faisait des cartes postales. Vous avez créé. C'était une création. Et alors l'avantage aussi d'être placé dans le Nord, c'est qu'en fait,
fait, nous sommes au cœur d'une province tout à fait spécialisée dans les arts graphiques et avec la possibilité de trouver des imprimeurs tout à fait compétents pour réaliser ces magnifiques travaux que vous avez dont vous avez quelques échantillonnages sous les yeux. Et régulièrement, donc, nous allons mettre à contribution les presses de ces imprimeries. Alors, j'ai envie d'évoquer celle qui m'a le plus passionnée, parce que j'adore les cartes postales, je suis incapable de jeter une carte postale. Ça ne m'étonne pas, 70% des cartes postales sont achetées par vous, mesdames, donc c'est tout à fait Oui, logique. Absolument, absolument. Ma maman a laissé des boîtes entières de cartes postales. Alors, la première que j'aimerais me présenter au public, c'est cette carte postale de l'île rêvée par Patou et qui s'appelle « Régate sur la grande place ». Voilà. Alors ça, c'est absolument inouï. Parce que on a une impression on va la montrer à l'écran, mais c'est un tableau. Ça ressemble aux fantaisies que les peintres faisaient au XVIIe et XVIIIe siècle sur Venise en changeant Tout à fait. les palais de place ou les Absolument. ponts. Oui. En fait, il s'agit d'une des nombreuses aquarelles de l'architecte Jean Patou, avec qui nous avons réalisé un certain nombre de travaux, y compris même sur Paris. C'est quelqu'un qui a eu l'occasion de... Donc c'est un contemporain. Ah oui, tout à fait. Il continue à produire pour l'enchantement de son public et un petit peu de tous ceux qui s'intéressent à un regard toujours original, très plaisant et effectivement, comme vous l'avez relevé, complètement fictif, puisque bien sûr, nous ne sommes pas à Venise, nous sommes bel et bien à Lille, mais on a presque cette impression. Mais on a une impression vénitienne, puisque l'île est magnifique. Alors, je ne connais pas assez bien l'île, mais cet agencement du palais, des maisons, c'est réel ou c'est un petit peu, il a trafiqué. C'est un petit peu réaménagé. En fait, l'artiste, c'est comme Hubert Robert s'est permis de faire à Paris. Probablement, il y a quelque temps. C'est ça. Enfin, si vous voulez, il y a beaucoup de créativité, de foisonnement et d'inspiration dans les travaux de Jean Patou. Là, vous avez la vieille bourse. Alors, vous avez dans l'axe effectivement le beffroi du nouveau palais de la Bourse, mais effectivement l'église Sainte-Catherine, qui est un monument auquel il est très attaché, mais l'opéra n'est pas du tout à cet endroit-là. En fait, bon, c'est ça. C'est une composition. Il a rêvé la ville. Voilà, absolument. Il a rêvé la ville, mais le résultat est absolument magnifique. Puis, il fait d'une paire de coups, parce qu'il séduit les jeunes avec ses planches à voile. Absolument. Et il séduit les plus anciens avec cette vision de l'architecture lilloise qui est magnifique. C'est toujours plaisant de se promener un petit peu avec Jean Patou, qui nous emmène dans des univers de sérénité, d'agrément, de rencontres, où il n'y a pas de voiture, où vous avez vraiment, si vous voulez, en fait, beaucoup de thématiques architecturales. C'est normal, c'est sa vocation initiale. Mais en tout cas, toujours beaucoup de choses passionnantes. Alors, il y a tout un aspect militaire. Le Nord a été une région souvent envahie. Cette carte que je connaissais, parce qu'elle est connue, elle est très connue, en tout cas ce tableau est très connu, qui est donc... Et pouvez-vous nous évoquer ce tableau ? Si vous voulez, là aussi, effectivement, en tant qu'éditeur, nous sommes soucieux de correspondre bien sûr à l'attente de notre clientèle et dans le cadre, bien sûr, des commémorations de la Première Guerre mondiale, nous avons eu à cœur d'éditer cet officier français dont je dis peut-être dans la légende, c'est un petit peu ma spécialité, c'est de rédiger les légendes, qu'il a l'œil rivé sur la ligne bleue des Vosges et effectivement, c'est un visuel qui trouve tout à fait sa place en ce moment, au moment où un certain nombre de personnes viennent faire du tourisme de mémoire dans nos contrées septentrionales, là aussi. Ah oui, c'est vraiment un tableau magnifique, avec évidemment ce rappel du rouge du drapeau et ce rouge du pantalon. Au contraire, l'union entre le bleu et le haut, c'est vraiment un tableau c'est très intéressant. Oui. Alors, si vous voulez, c'est toujours le pouvoir de l'image, si je puis dire, qui est quelque chose d'important. C'est un petit peu une gageure à chaque fois par un petit rectangle de carton de 10 cm et demi sur 15, puisque c'est le format standard actuel, d'essayer de faire passer le maximum de messages, le maximum de
compréhension, aussi également, enfin on va bien sûr y revenir, mais de donner au public, de donner aux touristes, aux collectionneurs, l'envie, aux correspondants bien sûr, d'en savoir plus sur un site qui est représenté sur une époque peut-être conflictuelle, ou sur des thématiques de mode, ou sur l'architecture. Vous voyez, tout ça, c'est un petit peu cette synthèse, c'est ce qui fait aussi que nous sommes amenés à nous intéresser à beaucoup de sujets différents, mais là aussi on va y revenir. Oui, alors il y a les costumes de l'armée, de l'officier, il y a les costumes traditionnels boulonnais, Voilà. qu'il est important de mettre en valeur aussi. Nous redécouvrons beaucoup de traditions. Nous sommes dans notre activité soucieux de montrer bien sûr les beautés de la création avec de jolis paysages, des bords de mer ou même de la campagne et tout ce qui se présente. L'architecture, on en a parlé. Nous présentons la gastronomie, les traditions. La gastronomie, alors on va y venir. Vous nous donnez des recettes, bien sûr, du Nord. Bah, oui. J'ai très envie de faire une tatin d'endive et maroilles. Je l'ai lu attentivement. Je vous remercie. Ça m'a l'air d'être très intéressant. Oui, parce que là aussi... Et goûteux. Ben voilà, mais on imagine parfois que, si vous voulez, la problématique à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'on a un petit peu toujours l'image de la région, du nord de la France, comme étant des endroits où on voit la vie en noir et blanc. Alors qu'en fait, nous avons beaucoup de couleurs, nous avons une luminosité. Non, mais ça, vous savez, c'est la propagande du Sud. Le Sud est quand même très, très effrayant parce que en dehors d'eux, vous savez bien, il n'y a pas de salut. Voilà. Il y a cette phrase du grand comédien vous allez au Nord, le Grand Nord. Oui, Galabru, bah oui. Galabru, qui reste célèbre. Mais tous ceux qui ont un peu voyagé savent que ce Nord a des charmes étonnants. Et donc, c'est une très bonne idée, les recettes, parce que les femmes aiment bien se passer les Alors, recettes. les recettes, c'est aussi un petit peu un invariant. Quand on structure une collection de cartes postales, il est quasiment incontournable de présenter quelques recettes. Et là, on a eu la chance d'en éditer. Oui, il y a beaucoup de collectionneurs, des vrais collectionneurs. Les collectionneurs, si vous voulez, sont un monde de gens passionnés, si vous voulez. Ce sont des gens qui s'intéressent à l'histoire, qui s'intéressent à la technique, qui s'intéressent aux événements, qui s'intéressent... vous avez encore aujourd'hui le magazine des collectionneurs qui s'appelle Carte Postale Magazine, c'est PMag, qui est une revue qui abonde d'indications. Qui donne bien sûr des renseignements sur les salons cartophiles qui se passent partout près de chez vous, à travers la France, et qui vous donne aussi régulièrement des monographies sur, je ne sais pas, l'entente franco-russe au travers de la carte postale. C'est sous un angle un peu historique, mais... oui, il y a des classements thématiques. Il y a des classements thématiques, et aujourd'hui, nous continuons à produire des cartes postales qui seront peut-être étudiées dans quelques années sous un angle... C'est vrai que ce sont des témoins extraordinaires. Il y a ce choix de la mode des années 50 est extraordinaire. Donc la carte postale qui s'appelle Joyeux Carillon et qui nous montre ces robes de mariage et ces robes de cortège et ces robes de réception magnifiques dans le style de Dior des années 50. Voilà. Quand tournent les disques, alors ça c'est inouï, avec les jupes cintrées et les grands volants, c'est vraiment très joli. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a même un texte. C'est un texte de musique. C'est-à-dire, en fait, il s'agit de documents qui étaient dans des revues de mode et que nous avons eu à cœur de réimprimer, là aussi, un petit peu en tenant compte de l'attente de notre public, principalement féminin. Et c'est un clin d'œil toujours très, très plaisant sur un petit peu des mises en scène qui sont iconographiquement très, très plaisantes et très intéressantes. Et parfois, certaines personnes nous achètent les cartes, pas forcément pour les écrire, faut pas hésiter à le faire, mais peut-être pour faire un petit souverain. Est-ce que il n'y a pas moins de gens qui écrivent des cartes? Alors, évidemment, tous ces textos. Voilà, nous avons souffert, bien sûr, de la généralisation des courriels et de l'arrivée du téléphone portable, etc. Cela étant, si vous voulez, je dis toujours très volontiers que je connais forcément des collectionneurs de cartes postales, mais je ne connais pas de collectionneurs de SMS vous voyez, donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est important... Le SMS est quelque chose d'éminemment périssable. Et voilà, c'est dès le départ. Alors, c'est vrai que c'est plus pratique, c'est plus immédiat, c'est plus personnalisé, mais la carte postale est un
incontestablement quelque chose qui va rester. C'est un signe plus lourd. C'est un signe, c'est un souvenir plus profond. C'est très important et qui sait si au mois d'octobre, un petit peu pluvieux, un dimanche après-midi, vous n'aurez pas à cœur de regarder cette petite boîte de chaussures pleine de cartes postales que vous avez reçues, que vous avez mis de côté, et vous allez vous remémorer, des émotions. Eh bien, c'est un petit peu ces émotions que nous essayons de susciter et de relayer. C'est sûr, vous avez totalement raison, c'est une source d'émotion. Voilà. Ouais, c'est une source d'émotion. Et puis alors, il y a un petit côté instructif que j'aime beaucoup, votre carte postale sur les cathédrales de France, avec la découverte de l'art gothique. Je pense qu'il y en a un autre avec l'art roman. Alors, tout ça, nous essayons de le compléter au fur et à mesure. Là, en l'occurrence, nous avons pu travailler avec un autre architecte qui, lui, a fait ces belles élévations que nous avons eu à cœur de reproduire. Et nous, progressivement, nous essayons d'étoffer un petit peu nos travaux. Nous sommes perpétuellement à la recherche un petit peu de nouveaux illustrateurs. Toute cette collection des beffrois, c'est fantastique. Magnifique. Parce que qui n'a pas vu un beffroi? Qui n'a pas entendu sonner voilà, le carillon du beffroi? Bien sûr. C'est tout cela, et si vous voulez, c'est un travail qui est extrêmement motivant. Parce qu'il s'agit de mettre à la portée du public un certain nombre d'ouvertures, de suggestions. En fait, nous sommes là pour formuler des suggestions et de proposer aux gens d'aller se promener, d'aller découvrir les forêts, d'aller se promener dans nos quartiers historiques, d'aller visiter une citadelle, le château fort de Sedan, qui est le plus imposant château fort d'Europe, sur lequel nous avons travaillé il y a 3 ans. Nous avons fait une nouvelle série de 10 poses, ce qui est un travail assez significatif. Et ensuite, qui effectivement, ces petites cartes vont circuler, j'allais dire peut-être à travers le monde, et donneront peut-être à d'autres personnes le souhait de faire un voyage organisé. Votre carte sur les beffrois, on a vraiment envie d'aller les voir. J'apprends à cette occasion que l'UNESCO les a classés au rang du patrimoine mondial de l'humanité. Voilà. Écoutez, si nous parvenons à ce résultat, c'est déjà quelque chose de sensationnel. Et puis alors, il y a la petite carte postale souvenir, ça j'adore. Nous sommes en 1925, c'est une salle de classe. La table du professeur est bien évidemment sur une estrade. Et il y a la morale. Respectons notre patrimoine, inscrit au tableau noir. On calcule la mesure du temps, et en histoire, qu'est-ce que l'évolution? Voilà, c'est justement le musée des évolutions à Bouzy. Vous avez apporté des très beaux... Écoutez, j'ai comme toujours beaucoup de choses. Alors, vous voyez, ici, ça c'est... Alors, l'avantage d'imprimer ces travaux c'est qu'en fait, nous sommes en contact direct avec l'imprimeur. Je dirais presque qu'il m'arrive de sympathiser, de partager une tasse de café avec l'opérateur. Alors là, c'est un petit peu une série complète de 18 poses consacrées aux anciennes étiquettes des boîtes de bobines de fil à coudre en lin du début du XXe siècle. Ces bobines qu'utilisaient nos grands-mères pour repriser les chaussettes, parce que la fileterie de lin était une activité très, très significative à Lille, très répandue, et chacun en fait se distinguait, pas forcément c'était toujours le fameux lin triple torsion, mais chacun se distinguait, c'était un petit peu le début de la publicité, de la réclame, etc. Et par ces petites vignettes qui permettaient... Et en fait, alors là aussi, je me permets d'évoquer les petits textes de légende qui figurent au verso, je vous laisserai un petit jeu pour votre édification, et on essaye de compléter un petit peu, d'illustrer le visuel et de donner un petit peu des compléments d'information. Et j'allais dire, après avoir lu les 18 légendes, en principe vous savez tout sur la fileterie de lin à Lille au début du XXe siècle, etc. L'affaire de Panama ici, vous avez... C'est très très joli. Voilà, les 4 saisons, c'est magnifique. Tout ça est intéressant. Vous avez ce visuel ici au temps, alors avec... ça préfigure peut-être, vous voyez, ce personnage avec la faux. C'est magnifique. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses intéressantes. Alors, et le fil rapide avec ces aéronefs... Ces bateaux soutenus par des ballons, c'est assez inouï. Il y a beaucoup de choses passionnantes. Alors ici, vous voyez une autre planche, vous voyez. Alors il y en a un petit peu, vous voyez, pour toutes les thématiques. On parle un petit peu de la bière, un plan de Lille, avec le coup de l'épingle, un positionnement, de belles la bière, bien évidemment. Voilà, ici les moules frites sur la plage. Vous voyez un petit clin d'œil. Et là, Saint-Omer. Alors là, le Maréo de Marois. Venise. Ah ben voilà, exactement. C'est magnifique avec les reflets. C'est toujours le pouvoir de l'image. Si vous voulez, chacun est bien sûr
peut prendre... Elle est très belle, cette carte-là. Elle est splendide. Chacun peut prendre des photos, mais nous, en tant qu'éditeurs, avons à cœur de sélectionner les clichés les plus intéressants, les plus, j'allais dire, ceux qui se rapprochent le plus de la perfection. Alors ici, par exemple, vous avez le plus petit bateau à vapeur du monde, vous voyez, qui circule dans le Mare Odomarois. Ce sont des choses sensationnelles. Il est évident qu'avec la carte postale, nous sommes, si vous voulez, positionnés probablement au carrefour de tout un tas de préoccupations. Écoutez, j'aurais encore mille et une choses à vous présenter. Une dernière. Alors, une dernière. par exemple, vous avez ici le beffroi de l'hôtel de... C'est une affiche, puisqu'on a eu l'occasion également d'éditer quelques affiches. Et puis alors, je vais quand même vous présenter celle-ci, qui est assez intéressante et assez riche. Alors, on parle aussi parfois des baraques à frites, pourquoi pas. Vous avez le texte de la chanson du Petit Quinquin. Vous avez les portes... Ah, celle-là aussi, voilà, c'est un peu l'équivalent de... Vous savez, quand vous allez en Angleterre, vous avez Pubs of London, et en Irlande, vous avez Doors of Dublin. Et ben nous avons les portes du Nord. Alors, bienvenue... Alors ça, c'est bien, entre guillemets, bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez Ch'tis. Si vous pleurez en arrivant, vous pleurerez plus encore en repartant. Ça, c'est une jolie, n'est-ce pas? Une jolie définition. Donc, bienvenue dans nos contrées septentrionales, Flandre, Artois, Picardie également. Monsieur, merci beaucoup, Monsieur Laurent Roquette, merci beaucoup d'être venu nous présenter toutes ces merveilles. Et nous penserons à vous cet été et nous achèterons des cartes postales. Et vous avez un site internet, on peut aller sur le site, et donc on peut acheter ces... Il est possible, on va essayer de progressivement étoffer la possibilité Floriscope. de diffusion. Floriscope. Et bien évidemment, écoutez, continuons à écrire des cartes postales, faisons plaisir, un plaisir toujours significatif aux personnes qui les recevront. Vous écrivez, c'est votre prose. À tout moment, sans prétexte, de n'importe quoi, sans limite, de n'importe où, sans limite, à qui bon vous semble, à tout propos, pour partager. C'est joli. Il faut écrire. C'est très très joli. Merci beaucoup Laurent Roquette d'être venu nous présenter cette très belle activité pour les téléspectateurs de TV Liberté. Eh bien, écoutez, merci de Et vous reviendrez nous présenter vos nouveautés. Eh bien, avec grand plaisir. Et puis, merci. À très bientôt. À très bientôt, amis de TV Liberté. À très vite pour une autre chronique de Perles de Culture.